Je m'entretiens avec Jérôme-Frédéric Bouchard, Caroline Laberge et Steven Lee Potvin à propos des robots. Et on va essayer de ne pas pleurer des larmes de métal, d'accord? On parle des robots. Les robots, évidemment, il y a plein de monde qui sont là. Bon, j'ai mis ma manette, mais les robots, je m'intéresse pas. Et là, l'erreur monumentale, parce que les robots font maintenant partie intégrante de notre vie. Et à l'intérieur des 10 prochaines années, je pense que c'est à l'avantage de tout le monde, non seulement de comprendre un peu ce qui se passe, mais même peut-être idéalement de comprendre un peu c'est quoi le code. Faut-tu se rendre là? C'est-tu carrément une situation où est-ce que si tu sais pas coder, t'es un analphabète là, de toute la vie, de tous les outils qu'on va utiliser? Est-ce qu'on en est là? En partant, je te dirais oui, c'est clair. Tu connais pas le Python, le C++, je veux dire, c'est inquiétant. OK! Mais toi, tu dis ça parce que c'est ta vie, littéralement. Comment ça se fait que tu connais tout ça, les robots puis les technologies? Ça a commencé quand j'avais 3 ans. Ma marraine m'avait acheté un petit robot, un truc japonais. Tu sais, on en voit partout des fois là, dans les collections de jouets. Puis il avançait en faisant un bruit d'enfer. Puis là, il s'ouvrait le panneau, comme un exhibitionniste. Il y avait des mitraillettes là-dedans, puis il shootait. J'ai été traumatisé raide à l'époque. Pour répondre à ta question, je pense que maintenant, la programmation, oui, il y en a plusieurs qui vont dire qu'il faut l'apprendre puis tout parce que c'est une question de logique mentale puis d'être capable d'avancer. Mais d'être capable pour utiliser un robot, absolument pas. Même souvent dans les usines, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils guident. Tu sais, as un peintre qui peinture l'auto, ben il va tenir la tête du robot puis le robot tombe en mode apprentissage, tu sais, puis il le programme comme ça. Fait que c'est un peu... Wow, on ouvre une boîte de Pandore. Je vais pas embarquer tout de suite dans le robot et l'apprentissage, mais je veux savoir comment on développe la passion pour un langage ordiné, tu sais, du langage ordinateur. C'est une affinité naturelle que tu avais avec les mathématiques ou... Non. Ben, en fait, quand j'étais jeune, oui, je tripais un peu ordinateur. On avait dans ma classe puis tout, mais je suis pas le pro de la programmation. Moi, ce qui est venu m'exciter un petit peu plus, c'est quand je suis arrivé à l'université, il y avait des microcontrôleurs programmables. Je pense que c'est ça qui est en train de changer notre époque. C'est un petit circuit. À l'époque, c'était 100$, maintenant, c'est 5. Puis tu programmais ça avec du code. Mais à partir de là, tu pouvais tout faire. Tout faire, des exemples? Ben, c'est qu'avant, moi, je donne toujours l'exemple, quand les gens viennent visiter au Fab Lab, tu veux faire clignoter une lumière, tu sais. Ben, juste ça, faire un montage électronique pour ça, c'est déjà suffisamment compliqué pour que tu jettes l'éponge. Avec ces petits contrôleurs-là, ce que ça vient faire, c'est que tu es capable, très facilement, tu vas te dire, bon, ben, la pin 13, tu mets du courant dessus pendant 1 seconde, tu arrêtes le courant pendant 1 seconde, puis tu recommences. Là, tu viens d'avoir un Jean-Marc Parent automatique. Tu sais, c'est fascinant. À ce point. Ouais, mais là, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, tu dis, OK, je veux construire une escape room, je vais mettre un microcontrôleur qui va, si tu tires sur telle manette puis telle autre patente, ça va débarrer telle bébelle, tu sais. Fait que tout ça se simplifie, puis là, tu gagnes un super pouvoir, tu sais. Tu sais, les imprimantes 3D qu'on a maintenant, OK, que tu peux acheter chez Amazon pour 500$, bon, les gens oublient que ça, mais c'est un robot. Okay? C'est un robot un peu stupide, il ne voit pas trop ce qu'il va, il a 4 capteurs grosso modo, mais c'est un robot. Mais ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est que c'est des amateurs qui l'ont refabriqué, ils ont attendu que les brevets tombent, puis ils l'ont développé eux-mêmes. C'est ça qui est excitant avec ces petits contrôleurs-là, puis c'est ça qui vient tout changer. On peut gosser sur nos machines, on peut carrément travailler dessus, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Est-ce que ça fait un peu partie de ton travail au Fab Lab? Explique-moi d'abord, c'est quoi le Fab Lab? Puis qu'est-ce que tu y fais? Puis qu'est-ce que les gens peuvent apprendre de ça? Un Fab Lab, ça vient de Fabrication Laboratory. C'est de l'anglais. Ma belle-mère me demande toujours d'avertir quand je parle anglais parce qu'elle trouve que j'ai un gros accent. Ça vient d'un projet initialement d'un chercheur du MIT qui cherchait... Lui, il étudie la 3e révolution numérique. La première, c'était dans les années 80. L'ordinateur est là, les comptables sont contents, les ingénieurs sont contents, tout le reste du monde s'en balance. La 2e révolution, c'est les télécoms. C'est ce qu'on vit maintenant. Tu sais, tu peux envoyer des emails, ça gère tes téléphones, ces trucs-là. La 3e révolution est en train de commencer. C'est le moment où l'ordinateur commence à agir sur le monde physique. Encore là, ça sonne un peu Terminator, mais on en est là. Je reviens encore avec les imprimantes 3D, c'est de l'information brute, c'est des chiffres qui, suivant l'ordre d'un ordinateur, pouf, s'incarnent dans un objet.
On est au début de ça. Présentement, être capable de fabriquer numériquement, ça demande énormément d'équipement puis un bon savoir-faire parce qu'il faut que tu saches fabriquer de court, il faut que tu saches maîtriser l'ordinateur puis réussir à faire les deux. Fait que ce que lui a fondé pour démocratiser, pour que les gens se l'approprient, c'est les Fab Labs. C'est des ateliers de fabrication numérique communautaire. L'aspect communautaire est super important. On fait souvent des analogies avec les fermières, mais fermières, Fab Lab, même combat. C'est presque la même affaire. Puis, c'est comme une passation du savoir, finalement. Une passation du savoir, puis la technologie du groupe, c'est la technologie de chacun de ses membres. Quelqu'un qui arrive de nouveau, qui sait faire quelque chose que les autres ne le font pas, ben d'un coup sec, l'ensemble vient d'y gagner. On peut comparer ça aussi, les Fab Labs, à, si vous vous souvenez, les centres d'accès communautaire à Internet. Tu sais, début des années 2000, le gouvernement avait subventionné plein de bibliothèques pour avoir des ordinateurs, pour que les gens puissent utiliser Internet. Tu sais, c'était pas tout le monde qui avait des machines chez soi. Maintenant, ça fait un peu sourire. Tu sais, j'ai pas vu Grand Commerce dernièrement annoncer que c'est un café Internet. Tu sais. Fait que la technologie s'est rabattue, les gens l'ont chez eux, puis c'est même dématérialisé. Tu n'as plus juste besoin d'un ordinateur, tu peux même avoir une interface vocale ou tu peux juste y accéder dans ton téléphone. Fait qu'on s'attend à ce que présentement, la progression des Fab Labs, le nombre de Fab Labs qui apparaît dans le monde est exponentiel. On doit être rendu à 1600 à peu près, puis ça augmente très rapidement. Mais on s'attend à ce qu'un jour, ça stagne, puis ça régresse parce que les machines vont devenir plus simples, parce que les gens vont en avoir chez eux, puis parce que tu seras plus obligé d'avoir un bac pour être capable de faire marcher de quoi, mais que, ça va se mettre en branle tout ça. C'est quoi les implications philosophiques importantes, les questions qu'on va avoir à se poser, tous et chacun de nous, là, littéralement, là, n'importe qui, dans notre vie au quotidien, à cause des changements, des robots qui prennent plus d'importance dans nos vies? Moi, je suis pas ultra nerveux pour la machine et l'individu. Ce que j'ai peur, c'est plutôt des grandes corporations qui tirent chacun la couverture de bord, de l'obsolescence planifiée. Tu sais, Apple, ta tablette qui va durer 5 ans, un pile-poil, puis après, ils la ralentissent. Ça, c'est gossant. Puis ce qui est beaucoup plus terrorisant, c'est les gouvernements. Parce que, tu sais, 1984, l'idée d'écouter tout le monde, quand que ça a été écrit, ce roman-là, c'était à peu près infaisable. Tu sais, que tu avais quelqu'un, un fonctionnaire qui te surveillait tout le temps. Maintenant, c'est tout à fait faisable. Tu sais, tu peux avoir une machine qui te surveille. Aussi, c'est notre choix. C'est nous qui prend la décision de mettre des choses sur Internet, par exemple. Et, tu sais, c'est nous qui déverse de ce contenu-là qui nous appartient plus après. Tu sais, on perd un peu le contrôle là-dessus, mais c'est un choix qui est comme... On est comme sur une pente glissante en ce moment, mais là, bon, on sort un peu des robots. Mais tu sais, dans le cinéma, justement, la ligne entre le réel et le robot, tu sais, on le voit dans plusieurs films, ça incarne un petit peu, je pense, l'inquiétude de la société, peut-être, face à la technologie qui nous dépasse, qui avance. On est dedans, on est sur l'autoroute de l'information. J'avais oublié ce terme. Mais toi, justement, le cinéma, c'est ta passion. Le cinéma, ça nous renvoie à ces questions un peu philosophiques-là. Il y a des films marquants qui ont traité de ces trucs-là. Ouais. Parle-nous-en un petit peu de ça. Ben, en fait, j'avais quelques films en tête. Je vais parler, par exemple, de Ex Machina. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, les garçons. Donc, c'est un chercheur qui fait une étude, il est retiré et il a créé des robots et ils sont hyper humanoïdes. Là. C'est frappant. Puis on retrouve ça dans d'autres films, des robots humanoïdes comme ça, comme dans Blade Runner, par exemple, où l'humain se retrouve face à ce robot-là. Il ne peut pas faire la différence entre le robot et l'humain. Ou, finalement, l'humain finit par s'attacher à ce robot-là. Et lui, le robot, il sait il a conscience. C'est ça, on n'est pas rendu à l'idée que le robot a sa conscience, mais le robot a conscience qu'il va mourir, qu'il va devenir obsolète. Donc, pour remplir sa mission, qui est par exemple de protéger les humains, il doit tuer les humains parce que sinon, il ne pourra plus remplir sa mission. Mais c'est comme toujours cet aspect philosophique-là, tu sais, qui nous renvoie un peu à une image de nous-mêmes aussi. On a-tu besoin de ces robots-là? Le terme robot, justement, j'ai fait mes petites recherches. Le terme robot viendrait de la Tchécoslovaquie à la base. Ça viendrait de la langue slave. Ça aurait été créé dans les années 20 pour une pièce de théâtre où il y a un metteur en scène qui avait créé un homme qui était couvert de métal, un homme machine qui faisait des tâches que les humains ne voulaient pas faire. Puis, il a trouvé le mot « robota » qui voulait dire corvée ou esclave. Et c'est devenu le mot qu'on connaît, robot. Donc, le robot, ça a été vraiment conçu, créé, pensé pour nous remplacer, pour faire des tâches qu'on n'a pas le goût de faire. Conduire, faire des tâches répétitives comme sur les chaînes de montage et tout ça, mais juste
passer la balayeuse. Oui. Puis donc, le robot va remplir sa mission jusqu'à la fin sans faire preuve de discernement ou de jugement parce qu'on n'est pas capable de lui implanter justement le sens moral de l'humain. Puis c'est quelque chose qu'on retrouve dans les films assez souvent, finalement. C'est donc fondamental depuis quand même assez longtemps à travers l'art. On se questionne sur cette volonté humaine de vouloir recréer un homme-machine, une femme-machine. Puis on riait bien à propos des aspirateurs, mais je pense que c'était concret, là. Moi, je possède un aspirateur robot. Moi, je suis un très grand fan de robots. Là. Je serais dans Team Robot, là, ça c'est sûr. Là. Mais j'ai un aspirateur robot qui fonctionne à merveille. Au départ, je pense que ça avait l'air d'un petit objet insensé, une curiosité. Mais ça fonctionne vraiment bien. C'est un truc rond qui se promène. Puis moi, j'ai même adapté des meubles pour qu'ils puissent passer en dessous de chaque meuble. Puis ôter les fils qui dépassaient, pas qu'ils s'embordent dans les fils. Puis mon aspirateur robot, j'ai une très bonne histoire à cet effet. On peut le programmer pour qu'il passe dans l'après-midi, à tous les jours de semaine, à telle heure. Moi, je l'avais fait comme ça. Je disais, à 2 heures l'après-midi, je suis pas là. Il va faire sa petite run d'1 heure, puis il va ramasser toute la poussière dans l'appartement. Mais il est en colocation avec mon chien. J'ai un bouvier bernois de Jackson qui s'appelle, un chien rempli d'amour, 115 livres d'amour. Et un matin, je m'en vais à des répétitions. Je pars pour la journée, je m'en vais travailler. Puis là, mon chien, je suis allé y faire ses besoins dehors le matin. Puis il me donne des petits coups de patte avant que je parte. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Okay, il veut plus d'attention aujourd'hui, c'est drôle. Mais en réalité, il est en train de m'avertir que quelque chose s'en venait de très grave, qu'il allait être malade. Et moi, je pars faire ma journée, puis Jackson a décidé de me laisser un petit cadeau mou sur le tapis du salon. Mais là, le robot, lui, il est cédulé pour faire... il est programmé pour faire sa tâche à 2 heures. Fait qu'il a passé l'aspirateur, et moi, j'arrive le soir, je rentre, ça sent le cadeau de Jackson à grandeur dans mon appartement. Là, je comprends pas trop ce qui se passe. Et il y avait des petits cadeaux à la grandeur, parce que l'aspirateur était programmé, a ramassé le cadeau sur le tapis, et il a fait sa job dans tout le reste de l'appartement. Ouais. Fait que j'avais des résidus de cadeaux absolument partout, sur les bas de murs, à la grandeur de Il a l'appartement. littéralement peint la pièce en caca. C'est le mot que je tentais d'éviter, Joe. C'est ça. Une belle couche de Mais première oui, couche. tu sais, tout ça pour dire, c'est un outil formidable, mais il a fallu finalement que je lave mon appartement. Ça a pris 8 heures, tu sais, il a fallu que je le fasse à la main. Fait que c'est quelque chose que... C'est ça, c'est un outil, puis c'est un accessoire, tu sais, les robots, qu'on programme nous-mêmes, qu'on dit quoi faire, mais après ça, il faut gérer les conséquences de ça. Si je suis en train de virer fou, moi, je regarde du monde dans les yeux, je me demande si c'est des robots. Ça sent bien, là, les robots, là. Petite madame qui te sert ton café, là, dans les grandes chaînes, pour ne pas les nommer, là. C'est assez robotique, elle, son travail, là. Oui, bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Hey, le robot décroche. J'ai peur qu'un jour, j'arrive dans un bar, paye un verre à une fille, à un moment donné, je l'embrasse, sa langue goûte le fer. Robot. Là, j'ai vu, là, dernièrement, il y a un article qui a été écrit entièrement par un robot. Sais-tu comment il commence l'article? Bonjour tout le monde. Je veux juste vous dire que je ne suis pas ici pour vous tuer. Ça, c'est comme si je te disais bonjour, Joe, technicien de son, fais-toi-en pas, je te tuerai pas. Ça me c'est dangereux, ça. Peux-tu parler plus proche du micro, s'il te plaît? Merci. Moi, m'a dit l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui me fascine, tu sais. J'ai fait de mon test de QI l'autre jour, pas me vanter, 55. Essaye de battre ça, robot. Je le sais qu'à un moment donné, ils vont nous passer par-dessus nous autres. J'ai vu des robots jouer aux échecs. Puis moi, je sais, faut que tu te déplaces en diagonale, manger le pion de l'autre, là. Comme c'est des pieds pastilles rondes, là. Là, tu t'en vas jusqu'au fond. Mais les robots, ils connaissent tout, eux autres. J'ai voyé bouger en L. J'ai dit, tu peux pas faire ça. Ah, moi, les imprimantes 3D, m'a dit de quoi. Des fois, j'en aurais une à la maison, puis je dirais à Ghislaine, va faire un tour une semaine, je me ferai imprimer une nouvelle Ghislaine. Ah, je niaise, là. Je l'adore, ma Ghislaine. Toi, on te connaît en tant qu'acteur, mais double vie. En fait, t'as déjà été un pur nerd, un véritable oui, geek. geek assumé. Puis je tripais vraiment sur la programmation parce qu'il y avait quelque chose justement de l'ordre de... Je sais pas, il y a quelque chose d'excitant de réussir à programmer quelque chose pour après ça en bénéficier ad vitam aeternam, faire une tâche à ta place, tu sais. Puis moi, je jouais beaucoup au poker en ligne, puis c'est dans les débuts du poker, hein, c'était le Far West. Et sur les sites, il y avait une communauté un peu open source, on avait décidé de programmer un genre de truc qui jouait à notre place. Mais là, quand même, je l'avais programmé pour jouer de façon
de la façon que je jouerais normalement les mains de poker, mais ça fait que je dormais la nuit, puis je jouais sur 8 tables de poker en même temps, puis j'ai payé le début de mes études comme ça, tu sais. Mais oui. C'est assez Je te vois venir. impressionnant. Non, mais c'est encore drôle. C'est assez impressionnant que tu aies déjà les capacités pour faire quelque chose comme ça. Deuxièmement, aussi, quand on entend le terme robot, on va souvent penser à quelque chose de dématérialisé. Mhm. J'ai-tu réussi? Comme ce que tu viens de dire là. Donc, il y avait vraiment un robot qui jouait à ta place, mais il n'était pas matériel, en fait. C'était pas le bon vieux robot de métal. Absolument. Puis, tu sais, on assiste encore à ça. Ça évolue évidemment avec nos téléphones, avec l'assistant Google, Alexa, les trucs comme ça. Tu sais, il n'y a pas quelque chose de matériel nécessairement, mais c'est quelque chose qui est un peu dans l'air sur Internet. Ça fait le pont un peu avec l'intelligence artificielle aussi. Puis, est-ce qu'on est complètement prêt à sauter là-dedans? À moitié, je dirais. Il y a un théoricien japonais, son nom m'échappe, mais dans les années 70, qui a parlé de la vallée de l'étrange, le Uncanny Valley. Et ce que c'est que plus quelque chose ressemble à un être humain, mais n'est pas un être humain, est un robot, plus c'est près de la réalité, plus les petits défauts, les petites imperfections qui nous laissent croire que finalement, c'est pas un vrai être humain, un mammifère, plus on trouve ça monstrueux. Puis les assistants Google, il y a quelques années, Google a fait un test que quand on dit à l'assistant Google, OK, Google, réserve une table pour deux au restaurant ce soir à 18h, c'était le système qui appelait. Donc, il y avait vraiment un robot qui appelait le restaurant, qui faisait la réservation, puis on programmait des tics humains pour faire comme si c'était très proche d'un humanoïde. Mais le robot se présentait comme quoi, bonjour, je suis un assistant Google, donc je suis un robot et je veux procéder à la réservation. Puis après ça, elle avait des trucs spontanés du genre, des choses comme ça. Et l'expérience a foiré parce que les gens raccrochaient. Le monde avait peur. Je pensais que peut-être même c'est une blague. Ben, c'est comme, c'était peurant de voir quelque chose d'aussi près d'un humain, mais qui n'est pas réellement un humain. Et ils se sont rendus compte que tout le monde raccrochait. Ça m'amène sur un terrain là, qui est super important parce qu'on parle d'intelligence artificielle puis de peur. C'est le premier réflexe. Hein. Tout de suite, en partant, on parle de robots. Là. Ah, mon Dieu! C'est bien effrayant. Jusqu'à quel point est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un robot, puis c'est un robot terrifiant ou humanoïde? Ben, là-dessus, j'avais pas prévu jaser de ça aujourd'hui, mais la singularité technologique, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Défonce-toi. En maths, une singularité, c'est quand tu as une fonction mathématique qui avance tranquillement, puis d'un coup sec, toc, tu as une coche qui part vraiment comme en furie. La singularité technologique, c'est que, on sait que les technologies avancent de façon exponentielle aussi. Tu sais, la fameuse loi de Moore qui dit que le nombre de transistors dans un processeur, la capacité d'un processeur, d'un cerveau d'ordinateur double aux 2 ans. Bien, elle se trouve être encore à peu près vraie maintenant. Puis ce que certains supposent, c'est qu'un jour, on va être capable de construire une machine qui va être réellement aussi intelligente qu'un humain. Puis à partir de là, ça s'enchaîne. C'est que la machine elle-même est capable de construire une autre machine un petit peu plus intelligente, un petit peu plus intelligente. Puis les cycles de développement pour un humain, bien, il sort un humain viable, t'en as pour 25-30 ans avant qu'il soit fonctionnel puis tout. Tandis que pour un robot, ça peut être une question de secondes quasiment avant que ça... Fait qu'ils s'attendent à une progression technologique d'un coup sec. Mais là, ce que tu expliques, là, C'est un film. non seulement c'est un film, non, mais c'est un film dans le sens où, comme tu le disais, en quelques secondes, la machine dépasse la compréhension humaine et peut-être notre raisonnement même. Ça revient à Terminator, que je suis pas en train de dire qu'il est un film de... Ben, c'est très divertissant, j'adorais ça. Oui, mais il disait dans le film, au moment où ils ont mis la switch à on, ça a pris quelque chose comme 10 secondes avant que la machine développe une conscience puis qu'elle décide de renverser l'humain. Ouais. Fait que c'est très rapide, mais... je pense, bon, si c'est pas orienté tout croche, puis il y en a qui le voient vraiment, la singularité, ils la voient comme inéluctable, tu sais, que ça s'en vient. Puis il y en a d'autres qui vont même dire que le but de l'univers, c'est l'intelligence, c'est pas forcément l'humain. Fait que d'un coup sec, on serait dépassé. Mais en même temps, ça a de quoi d'excitant parce que un cerveau comme ça, un cerveau électronique, on pourrait le pitcher dans les étoiles, tu sais, puis lui, ben, un moment donné, il va trouver une autre civilisation à quelque part, tu sais, parce qu'il n'est pas soumis aux mêmes contraintes que nous. C'est ce qui me faut un peu dans les films de science-fiction où il y a des batailles contre les machines, t'sais, parce que souvent, c'est comme pour lutter pour la ressource. En réalité, la machine, elle pourrait sacrer son camp sur Mars, vivre tranquille avec ses capteurs solaires, puis il n'y en a pas de problème. Tu m'amènes sur un terrain que j'avais jamais entendu parler, mais qui est fort intéressant. On a toujours ce réflexe-là, puis peut-être que c'est influencé par toute notre psyché, nos croyances, puis notre histoire humaine. Mais il est fort à parier qu'en fait, la machine pourrait se désintéresser totalement de notre futile existence et trouver que ça
on s'en fout finalement, là, ça n'a pas d'intérêt. Là. Mais c'est nous qui devions obsolètes, en fait. Oui, C'est carrément. impossible. Ah ouais, ça pose un problème existentiel Oui, majeur. Là. T'es plus le centre de l'univers. Là, tu sais. Non, Sauf que le problème aussi, c'est qu'on n'en a aucune idée. Et comment faire pour faire en sorte que on s'assure, et c'est impossible, c'est ce que je comprends. Tu sais, normalement, il y avait des lois, là, justement, on parlait on parle de loi d'Asimov. Ouais. Si tu peux les renommer, si tu parles. Les lois d'Asimov, oui, c'est assez simple. En fait, c'est la grosse logique. C'est de dire, première loi, le robot ne doit pas nuire à l'humain. Le deuxième, c'est le robot doit accomplir sa mission, sauf si ça nuit à l'humain. Puis le troisième, c'est le robot doit protéger son existence, sauf si ça nuit aux deux premières lois. On voit qu'il y a une intention humaine avec les capacités humaines d'y arriver, mais qu'on risque d'être dépassé. Un peu comme, finalement, tu sais, au début, on parlait que c'était les esclaves, l'idée, c'était de faire des tâches qu'on n'avait pas envie de faire, mais c'est insidieux parce qu'il y a des tâches qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'être un acteur et de jouer dans des films. Absolument. Puis, toi, l'intelligence artificielle, c'est sur le bord de te dépasser pas mal. Ben, ça, on va tout être remplacé par des robots. Là. C'est ça. Ils vont tout être plus beaux que nous Des autres, robots puis acteurs, meilleurs. mais Mais non, parce que tu sais, ce qu'on aime au final, ben là, disons, si on prend le penchant de l'art, tu sais, ce qu'on aime, c'est pas la perfection, c'est l'imperfection. Tu sais, c'est la spontanéité derrière ça. Les meilleures scènes dans les films, c'est des scènes improvisées sur un coin de rue. Ah, on n'a plus le temps de tourner vite, le soleil descend, il faut improviser de quoi. Puis on sent comme la vraie spontanéité humaine à travers ça. C'est ça qui nous touche, tu sais, dans l'art. Fait que ça, j'ai aucun problème à m'imaginer que plus tard, les robots vont juste être là au service des humains. Tu sais, le but, c'est de contrôler les paramètres. C'est ça qui est important. Le robot, même ce que je pense, c'est qu'il risque d'apparaître mais de façon terriblement dématérialisée. Il y a beaucoup de recherches en mathématiques qui se fait sur ce qu'ils appellent la logique d'essaim. E-S-A-I-M, c'est des... tu sais, vous voyez des fois des oiseaux qui se déplacent en banc puis qui ont l'air d'avoir une même intelligence. C'est que plutôt que d'avoir une espèce de méga robot qui va faire ta tâche, tu aurais des centaines de petits robots qui se communiquent entre eux puis qui ensemble accomplissent la tâche. Imaginons l'agriculture. Tu sais, présentement, des tracteurs, c'est énorme, puis on a des problèmes au printemps. Il faut que la terre soit suffisamment sèche pour pouvoir travailler le sol. Ça demande de la main-d'œuvre, ça demande de l'énergie, ça compacte les sols. Fait qu'il y a vraiment des gros problèmes avec ça. Si on remplace cette machine, qui coûte d'ailleurs une fortune, par un essaim de robot, qui va juste, lui, aller lui-même planter sa petite graine. Il reviendra, il va aller en chercher un autre, va aller en chercher un autre. On va miser sur le nombre. On peut obtenir une... Tu sais, fait qu'il ne faut pas imaginer le robot comme deux bras, deux jambes qui va se promener. Ça risque d'être autrement plus différent, immatériel. Puis, mais on... Ben, On dirait un déjà- épisode de Black Mirror, là, Ouais, rendu c'est là. ça. Tu sais, les essaims d'abeilles, etc. Mais déjà, Puis- Alexa, Siri incarne déjà un petit peu cette image-là. Là. Je ne sais pas si vous avez vu le film Elle de Spike Jonze. Her en anglais, j'ai toujours de la misère à le dire. Mais voilà. Où le personnage, on dirait que ça se passe comme dans 3 ans. Là. C'est vraiment dans un univers qui est super proche de nous. On reconnaît à peu près tout, même quasiment le style vestimentaire qui est super proche du nôtre. Et le personnage principal, il a un téléphone cellulaire, il vit seul, il a un téléphone cellulaire comme nous, un téléphone intelligent. Et il y a un écouteur, une oreillette dans son oreille, bien sûr. Et il prend ses courriels, il parle à son oreillette. Finalement, il répond à toutes ses questions, elle lit ses courriels, elle répond aux courriels, puis il les envoie verbalement. Et il y a une mise à jour, finalement, qu'il peut installer sur son téléphone et il va personnaliser la voix pour qu'elle corresponde à ses choix, à ce que lui aimerait entendre comme voix. Fait que finalement, cette voix-là, elle finit par s'adapter à lui, elle finit par apprendre à le connaître aussi. Puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle apprend. Il met son téléphone dans sa poche avec la caméra à l'extérieur, puis elle voit elle est capable de voir autour de lui qu'est-ce qui se passe. Fait qu'elle est capable de lui dire « Ah, t'es à tel endroit. Ah, on pourrait tourner, on pourrait danser, on pourrait... » Puis il lui parle sans arrêt. Il finit par tomber amoureux d'elle. Mais c'est tellement bien fait. Ah, c'est un de mes films C'est préférés. tellement proche de nous. T'as tellement l'impression qu'on arrive là. Et finalement, éthiquement, c'est problématique. Et je m'excuse, je vous dis comme un peu la fin, mais c'est problématique et il va y avoir une mise à jour et elle n'existera plus, cette entité-là. Et il vit une peine d'amour épouvantable, tu sais. Tu sais, dans le cinéma, c'est de la fiction, mais je trouve que ça dépeint quand même une certaine paranoïa, peut-être, par rapport à la technologie qui s'en vient, qu'on ne contrôle pas parce qu'on la comprend pas. Ça va ben trop vite, là. Tu sais, il y a 10 ans, personne n'avait de téléphone cellulaire, ou presque. En tout cas, on en avait très peu, là. Puis là, D'où Oui. ma question du départ. Est-ce que... Tu sais, la peur, dans le fond, c'est souvent la L'inconnu. mécompréhension, l'inconnu, le manque de connaissances. Et donc,
est-ce qu'on n'en arrive pas à la conclusion que ça serait assez important, même si, tu sais, ça ne nous intéresse pas, de s'y intéresser pareil, parce que ça devient vaguement dangereux. Moi, j'ai le feeling que ça va rentrer dedans comme tu le verras même pas. Tu Moi sais, aussi, j'ai cette impression-là. ceux qui me... Tu sais, pendant longtemps, j'étais jeune, j'avais un ordinateur, puis là, les gens me disaient « Ah, tu t'intéresses à ça, moi, tu sais. » Puis là, je les recroise, ces gens-là, puis ils ont un téléphone dans leur poche, tu sais, puis ils s'en servent. Fait que ça va rentrer, tu vas le voir passer, puis tout. Ben, Pour la programmation, il y a des écoles qui commencent à l'intégrer dans oui, le à programme. l'intégrer dans le programme au primaire. OK. La demande est hallucinante. Tu sais, ils appellent ça les STEM, Science, Technology, Engineering and Math. C'est ce qu'ils veulent enseigner aux jeunes. Puis, tu sais, au Fab Lab, on a ça. C'est dès que j'organise une activité, je suis toujours en train de peser sur le frein en disant non, non, c'est pas pour les enfants. Tu sais, les parents veulent ça. Tu sais. Puis la raison pour laquelle je parlais de compréhension, puis de ne pas avoir peur, puis aussi de dire peut-être que ce serait important qu'on ait plus de compréhension de ces univers-là, c'est parce que la technologie dont on parle depuis tout à l'heure, elle est totalement autre là, qu'un outil dans ta poche. La bonne nouvelle, c'est que mon talent d'animateur est tellement supérieur. Des fois, on m'appelle pour me dire que ça fait mal aux yeux, c'est trop beau. Donc, c'est impossible de me remplacer. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette discussion-là avec moi quand même. J'en suis invité. À bientôt. Le futur est à nos portes. Bientôt, il va y avoir des robots partout. Est-ce que toi aussi, tu t'es acheté le fameux petit... la balayeuse, le robot? Ah, la fameuse balayeuse. Oui, non, malheureusement, je ne l'ai pas. C'est juste qu'il y a un ami à moi qui a vécu une expérience traumatisante. Il y a eu des inventions incroyables en robotique. Ils ont fait des exosquelettes. Sais-tu ce que c'est? Un squelette à l'extérieur de ton corps. Oui, exactement. Comme les insectes, en fait, à place d'avoir leur squelette à l'intérieur, il est à l'extérieur. Et ça a donné l'idée à des concepteurs robotiques de faire une espèce de robot qui serait à l'extérieur du corps humain puis qui pourrait nous aider à pallier certains handicaps. Au début, ça avait été conçu pour les soldats américains, pour être capable de les faire marcher sur de longues périodes de temps. Mais ils se sont aussi rendus compte que ça pourrait peut-être aider des gens qui n'ont jamais marché à marcher. Ben oui, c'est ça. Ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. Ça s'appelait Atalante, c'est le nom de ce produit-là qui était sorti. C'est un exosquelette qui fait tout le corps au complet. Juste en penchant le corps vers l'avant ou vers l'arrière, ça permettait au moteur sensoriel d'avancer ou d'arrêter. Oui, ça tombe bien parce que je déteste la marche. Alors, peut-être que ça va me permettre de faire mes premiers pas. C'est encore très dispendieux, mais ils ont même inventé une conception, ça s'appelle... C'est comme un short qui te permet d'avancer. De faire des mouvements qui seraient plus faciles. Fait que ça peut aider ceux qui ont des problèmes à la marche, des problèmes de hanche, mais aussi ceux qui sont plus fatigués facilement, ce short-là souvent, pour pouvoir pallier un peu à tes muscles. Comme, est-ce que tu as déjà entendu parler du fameux vélo électrique? Ben oui. Qui a été très à la mode cette année. Le vélo électrique va pallier ce qui te manque à avancer. Fait qu'admettons, tu décides de pédaler toujours 10 km/h, mais que tu le programmes à 20, tu vas toujours avancer à 20. L'exosquelette de short qui est inventé ici au Canada, lui, il va te permettre, en fait, de pallier le reste de tes muscles. Fait qu'admettons, tu décides de forcer une certaine quantité, il va forcer le reste pour toi. Fait que plus t'es fatigué, plus il va forcer ce qui te manque. Imagine, tu pourrais marcher des heures sans te fatiguer. Un rêve pour toi, Joe. Absolument. Un assistant qui me permettrait de moins forcer. C'est génial. Le futur est à nos portes, je le disais. Il manque pas grand-chose, puis peut-être que je pourrais avoir un robot, là, un robot de l'amour. OK, on passe une commande sur Internet tantôt pour Tu toi. penses-tu qu'il y en a pour moi? Oui, ben oui, c'est sûr, avec tous tes goûts. Un robot qui marche avec moi main dans la main.